J'ai des courbes dans les jambes. Salut, enchantée, je suis Claire, la voix qui te parle, et j'adore bouger, quasi autant que j'aime écouter les gens pour comprendre ce qui les anime. Et quand on allie les deux, c'est-à-dire papoter en bougeant, ça donne lieu à des échanges tellement riches que je regrette parfois de ne pas avoir enclenché le dictaphone pour les réécouter à volonté. Du coup, ça fait des chocs à pic. Si tu te demandes après quoi courent tous ces gens, ce que ça leur apporte de partir pédaler sous la pluie, mis à part la crève et de maigres économies d'eau, ou encore l'intérêt de se lever à 5h du matin un dimanche pour une course à Perpète-les-Oins alors qu'on le sait, la grasse mat dominicale est sacrée, tu es au bon endroit. Alors, bienvenue dans ce papotage en basket, en palme, à pédale ou en claquette, qui va durer pile poil le temps de la cuisson de ta tarte aux courgettes, d'une session de renfo ou de ton trajet jusqu'à ton cours de trompette. Tu manges moins pour performer plus ? Tu t'entraînes plus en pensant que ton corps va tenir malgré une fatigue persistante ? Mauvaise nouvelle, ton corps n'est pas une machine. Aujourd'hui, je me balade avec Justine Chagnot, athlète aguerrie et diététicienne spécialisée en nutrition sportive, pour parler d'un sujet encore trop peu connu, mais qui concerne énormément de sportifs, le RAID-S. Fatigue chronique inexpliquée, blessures à répétition, perte de cycle, baisse de performance, manque de motivation. Et si le problème n'était pas ton entraînement ou ton mental, mais ton énergie disponible ? Avec Justine, on va mettre les choses à plat, démonter quelques croyances coriaces et surtout comprendre comment performer sans saboter sa santé. Si tu fais du sport, si tu cherches à perdre du poids, si tu coaches ou si tu penses que plus c'est mieux, cet épisode risque de te faire réfléchir à ta façon de t'entraîner et de manger. Petite alerte audio, le son de cet épisode est un peu artisanal, mais promis, le contenu devrait compenser. Merci pour ton indulgence et bonne écoute. Bonjour Justine. Bonjour. Donc là on est au stade Stélin parce que tu cours à Stélin, c'est ton lieu d'entraînement privilégié il me semble. Ouais c'est ça, j'y suis quasiment tous les jours. Tu cours beaucoup et à très bon niveau puisque tu as récemment été 3e féminine sur le semi de Bordeaux en novembre dernier. Et je crois que le chrono c'est genre 1h15 et des rouettes. Ouais c'est ça, 1h15 c'est assez fort. 1h15 48. Ouais. Oh là là. Et la première elle était 7 minutes devant toi. Ouais, en 1h09. Ouais. 1h09. Ouais, non, il y a encore un monde. À ce niveau, pour gratter des minutes, c'est énormément de travail et franchement, c'est déjà énorme. 1h15, je me rends même pas compte. 1h15, limite, c'est le temps de certains sur un 10 km, tu vois. Ouais. Donc c'est très fort. C'est gentil, merci. Donc il y a quand même un sacré chemin pour en arriver là. Et du coup, j'ai regardé un peu sur le site de la FFA, donc la Fédération Française d'Athlétisme. J'ai vu que tu courais en compétition, enfin en tout cas, les résultats remontent à un peu plus de 12 ans. Donc si je fais des calculs, ça fait à peu près depuis tes 14 ans. Alors oui, non. En fait, la réalité, c'est que j'ai fait du triathlon pendant une grande partie. J'ai vraiment commencé en 2018 l'athlétisme. Okay. Et avant ça, en fait, c'était pour le triathlon. Et les chronos qu'il y a, en réalité, c'est ce qu'on appelle les classeries en triathlon. C'est des chronos, alors plus on est jeune et plus c'est bas, donc ça va 1000 mètres, 1500 et 3000, qui en fait nous qualifient avec un temps en course à pied plus un temps en natation pour les championnats de France de triathlon. Ok. Donc oui et non. Mais tu fais quand même de la compétition depuis très jeune, quoi. Ouais, oui, par contre, oui, même avant, en fait, j'ai commencé par la natation, après le triathlon et après la course à pied. Ok. Donc oui, depuis petite, j'ai toujours fait de la compétition en soi. J'ai grandi à La Réunion, donc obligatoirement, nos parents avec ma soeur ont voulu nous mettre à la natation pour qu'on apprenne à nager. Et pour qu'on puisse profiter du lagon, de la vie, en fait, là-bas. Et en fait, je détestais ça. Donc j'ai des souvenirs vraiment où je rechignais pour sauter ou à plonger, où on faisait la queue. Directement en eau libre? Non, c'était en piscine. Okay. En fait, on faisait la queue avec les autres enfants pour sauter. Et en fait, je passais mon tour. Je laissais passer tout le monde. Ah oui, d'accord. Je voulais pas le faire. Donc c'est pas hyper glorieux comme premier moment sportif, mais du coup, c'est le premier qui me vient en tête. Ah oui, c'est vraiment le traumatisme du plongeon, quoi. Ouais, je pense. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir celui-là. Et du coup, ta vision du sport à ce moment-là était définie par ce trauma ou c'était quand même assez sain Non, parce qu'après, rapidement, une fois que j'ai pris le pli et que j'ai pu effectivement aller nager avec un masque tuba dans le lagon et qu'on voit les poissons, les coraux, après ça passe vite le trauma du plongeon. C'est le sport national à La Réunion? Vous en faites tous de la natation? Non, en fait, étrangement, pas vraiment. Il y a même beaucoup de Réunionnais qui nagent pas.
ou alors même beaucoup de Rhénaniers qui sont vraiment dans les terres, qui vont rarement à la plage. Ah oui, d'accord. C'est assez fou, j'ai même des potes à moi avec qui j'ai grandi, vraiment d'enfance, qui en fait allaient quasiment pas à la plage, ou pour qui ils allaient vraiment qu'avec leurs potes et pas en famille ou quoi que ce soit. Ok. Donc en soi, non, peut-être plus des personnes qui viennent de la métropole de base et qui arrivent à La Réunion peut-être. Et en ce moment, c'est plutôt le trail avec la diagonale des fous et tout ce genre de défis. Ouais, ça par contre, ça c'est une terre de trail. Ça oui, par contre, tout le monde a, là-bas à La Réunion, tout le monde a un père, un parrain, un tonton qui a fait la diag et c'est l'héros de la famille, quoi. Ah oui, tu m'étonnes, c'est énorme ce truc. Ouais. Du coup, premier souvenir lié à la natation. Mais comment tu en arrives à ce niveau-là en athlétisme et sur semi-marathon? Il y a quand même un monde entre les deux. Bah, je pense qu'il y a plein de choses qui font ça. Déjà, j'aime profondément faire du sport. Donc pour moi, ça a jamais été une contrainte. Même à l'heure actuelle, enchaîner les bornes, aller en stage, doubler, m'entraîner plusieurs fois par jour, j'ai pas de souci avec ça parce que je prends beaucoup de plaisir. Et après, ça fait justement tellement longtemps que je fais du sport que finalement, je pense que le niveau vient aussi avec le temps et le fait finalement d'être régulière et d'avoir de la consistance là-dessus. Je pense que c'est surtout ça en soi qui fait le niveau et un peu de mental quand même. Et t'as jamais eu de période d'arrêt, je sais pas, pour tes études ou une blessure ou... Si, j'ai eu des blessures pour mes études, pas tant. J'ai réussi à concilier les deux, même s'il y a eu des moments, surtout au début pour le BTS diète, au tout début du coup de mon parcours en nutrition. Là, effectivement, ça a été plus dur, mais ça s'est quand même bien régulé. J'ai pu continuer à m'entraîner. En même temps, je venais de passer du triathlon à la course à pied. Du coup, pour moi, il y avait déjà un volume qui était divisé limite par 3. Donc en fait, de 3 disciplines, tu tombes qu'à une entre guillemets, mais quand même, ça dépend après quel niveau tu veux atteindre. Mais tu mets le volume que tu veux derrière, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même différent en vélo, en natation. On peut quand même faire des volumes bien plus importants qu'en course à pied. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais été habituée à un tel volume avant, que je pense que pendant les études, finalement j'avais quand même diminué donc en termes de temps. Donc je pense que ça l'a fait. Et après j'ai eu des blessures à quelques-unes, mais rien qui m'ait arrêté plus de 5-6 mois, quoi. Et t'as toujours eu un coach qui te faisait tes prépas et qui te suivait tout le long, ou tu t'entraînais un peu à l'instant? Non, j'ai toujours eu des entraîneurs. J'ai toujours eu des coachs depuis que je suis petite, sur le triathlon, depuis que je suis arrivée en métropole pour les études. J'ai toujours eu des entraîneurs et ça a toujours été... J'ai tendance à faire un peu une confiance aveugle. Alors je m'écoute aussi beaucoup, mais pour moi le plan d'entraînement, je le mets vraiment entre ses mains. Et même si c'est mon projet, je le laisse vraiment piloter le plan d'entraînement. Tu fais confiance et c'est presque scolaire en fait. On te dit il faut que tu arrives à ce stade-là, donc il faut en passer par là, il y a des étapes et tu les suis, quoi. Ouais, après ça, pendant longtemps, j'étais peut-être trop scolaire. Ça fait que plus jeune, je me suis plus blessée. Et maintenant, j'arrive à prendre le pli. Même quand il y a les menstruations, j'ai l'endométriose, donc forcément, il y a des douleurs aussi qu'il faut gérer, des fatigues. Et ça, c'est un truc que finalement, j'ai appris avec le temps. Et depuis que je m'écoute vraiment, je me blesse quasiment plus. Le plan du coach, plus moi, mon écoute et l'adaptation qu'on fait entre les deux, ça fonctionne bien. Ouais, bah, t'arrives à un sacré niveau, donc oui, effectivement, ça fonctionne bien. Bravo. T'as une autre casquette, du coup, on en a un chouille parlé, c'est que t'es nutritionniste et diététicienne. Et déjà, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'on fait beaucoup l'amalgame. Carrément, mais c'est une bonne question et je pense que c'est bien d'en parler, d'expliquer réellement la différence, parce que c'est un peu un fléau pour les diététiciens. Donc le vrai titre, c'est que je suis diététicienne. On dit diététicienne nutritionniste parce que c'est une double casquette et que pour les gens ça parle plus. Mais en réalité c'est diététicien. Et en fait ça passe par le BTS diététique qui est protégé par l'État. C'est un diplôme sur 2 ans. Moi j'ai fait 5 ans d'études, pourtant celui qui me protège le plus c'est celui que j'ai fait au bout des 2 premières années finalement. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, c'est le seul qui est vraiment protégé par l'État et c'est le seul qui fait que je peux aller travailler à l'hôpital et que je peux faire notamment des factures pour le remboursement des mutuelles. C'est le seul. Quelqu'un peut avoir fait 5 ans d'études, s'il n'a pas fait le BTS diète dans la nutrition, il ne sera pas diététicien et il n'est pas à même de faire ça. Et c'est pareil, en fait, le nutritionniste, il n'est pas protégé par l'État. Donc quelqu'un qui finalement a pas fait d'études dans la nutrition, qui a fait une formation sur internet d'1 semaine, peut se dire nutritionniste. Ah purée, on pourrait être suivi par des gens qui n'ont pas du tout les mêmes compétences et les mêmes... Ça arrive très souvent et c'est pour ça que nutritionniste, c'est un titre qui n'existe pas au jeu de l'État. Et pareil pour le coach en nutrition, c'est le pire. Le coach en nutrition, il y a assez, je pense, le plus gros fléau de toutes les diètes. C'est un plus gros fléau dans le sens où ce sont des personnes qu'on récupère après en consultation
Et c'est eux qui souvent entraînent des fois à la musculation pour des pertes de poids très importantes. Oui. Et qui vont enlever les glucides, qui vont enlever certains aliments. Donc en fait, on récupère des personnes qui en plus ont développé une peur avec l'alimentation, une peur des glucides, donc avec un mauvais comportement alimentaire et un mauvais rapport au corps. Donc c'est pour ça surtout que c'est un fléau, plus que la pratique. Et peut-être une perte de confiance aussi au professionnel qu'il a en face de lui, s'il a eu un mauvais rapport et que ça a un impact sur sa confiance en son corps et en lui, c'est quand même assez grave, quoi. Ouais, complètement. C'est ça aussi qui est problématique, c'est que du coup, déjà que le titre diététicien, on a vraiment cette casquette de un peu amaigrissologue. On va aider à faire maigrir, on va lui donner des légumes ou des choses comme ça. Et du coup, c'est déjà quelque chose qui est hyper dur à combattre. Donc si en plus, il y a un peu des pimpins, entre guillemets, qui s'y mettent, en fait, c'est hyper compliqué pour nous. Déjà qu'on essaye un petit peu de dédiaboliser un petit peu ce truc, ouais, c'est compliqué. Mais du coup, tu fais un sacré travail de vulgarisation, on va dire, grâce à tes réseaux sociaux, à ton podcast en parallèle. Tu bosses en cabinet, il me semble. T'as d'autres formes d'exercice? Ouais, je fais un peu plein de choses. Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de diététiciens quand même. Donc je pense que c'est un truc qu'on est un peu obligé. Effectivement, j'ai un cabinet, mais un seul jour dans la semaine sur Bordeaux. Ensuite, je fais quasiment tout en visio et je donne des cours aussi en école privée en nutrition sportive. Après, je fais des conférences, des fois pour la Ligue, pour différents organismes. Et des petites missions à droite à gauche, comme je peux. Et j'essaye du coup de vulgariser un petit peu effectivement la nutrition sportive, même si c'est pas toujours facile. Mais c'est un peu l'un des problèmes que j'ai, c'est que je suis tellement portée par l'envie des fois de faire comprendre des choses aux gens ou de partager en fait ce que moi j'apprends ou des choses qui me semblent positives, que des fois je suis pas, on va dire que je suis pas très commerciale, quoi. Je trouve que tu arrives très bien à faire passer les idées. Enfin, c'est très cinglant sur certains trucs. Tu vois, il y a certains posts où clairement tu déconstruisais des idées reçues de manière hyper directe, mais en même temps il y en a besoin, quoi. Sur certaines choses. J'essaye. Après, tout ce que je fais, c'est très inspiré de ce que j'ai en consultation. Par exemple, c'était, je crois, il y a 2 jours. Non, c'était hier. C'était sur justement les choses qui montrent qu'un sportif du coup peut manquer en termes d'alimentation, en termes d'apport. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment inspiré de ce que j'ai en consultation. C'est des personnes qui vont arriver et qui vont me dire, ok, à 16h, j'ai super faim. Et en fait, à ce moment-là, je peux manger tout et n'importe quoi. Et ils n'ont pas envie de légumes à ce moment-là. Et en fait, ça, c'est juste des faits qui, en réalité, sont créés par un petit manque dans l'alimentation, qui est fait en amont. En fait, tout est un peu explicable, entre guillemets, dans la nutrition. Et c'est vrai que les sportifs ont tendance à pas manger assez. Alors, c'est très récurrent chez les femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes en consultation. Mais du coup, c'est vraiment un peu pour choquer un petit peu, que les personnes se disent, ok, il y a peut-être un problème, peut-être qu'il y a quelque chose, en fait, de plus gros que ça. Et peut-être qu'en fait, le fait de pas manger assez, il y a plus d'effets négatifs que juste je veux essayer de maigrir et être bien pour l'été, quoi. Clairement, c'est pas parce que tu vas manger un peu plus que tu vas grossir de suite, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Et puis, la plupart du temps, les retours que j'ai, c'est des trucs hyper positifs, plus sur l'énergie à l'entraînement ou ce genre de choses. Ouais. Donc en fait, quand on arrive à déconstruire, alors souvent on essaye de passer par des paliers parce qu'il faut aussi que la tête accepte, c'est normal. Il faut être assez progressif dans tout ce qu'on fait. Mais souvent, en fait, avec le temps, on voit qu'il y a une différence qui est énorme, quoi. Donc ça vaut le coup de manger un peu plus que juste se restreindre et d'être frustré derrière, quoi. Ouais, complètement. Et puis la restriction, ça n'a jamais mené à rien en soi. Enfin, j'ai la chance d'avoir des amis proches de moi qui sont vraiment à haut niveau dans l'athlétisme. Et c'est celles qui se font le plus plaisir, je pense. Parce qu'en fait, la tête, elle en a besoin. On est déjà tellement carré sur tout ce qu'on fait au quotidien, même dans l'athlé. Et puis il y a, alors, peut-être pas des sacrifices, mais des choix, ou on va dire des mini-sacrifices qu'on peut faire un petit peu au quotidien pour la performance. Et il faut pas, ça doit pas être sur un carré de chocolat ou quelque chose comme ça, quoi. Ah, clairement pas, non. Le chocolat, en plus, c'est le meilleur aliment qui existe, donc je suis d'accord. Comment t'en es venue à te former dans la diète? En fait, j'ai toujours été confrontée à plein de petites problématiques dans la nutrition. Assez jeune, vers 10 ans, on a compris avec mon père qu'on était intolérant au gluten. Donc lui en premier et ensuite moi avec pas mal de symptômes qui étaient très similaires. Et puis plus tard, c'est venu aussi avec le lactose. Donc déjà, c'était vraiment essayer de trouver des alternatives. À La Réunion, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'était en 2010-2011. Il n'y avait pas grand-chose en termes de nutrition. Alors heureusement, là-bas, on mange surtout du riz. Donc là-dessus, ça passait. Ouais. Mais en termes de gâteaux ou de choses comme ça, c'était assez compliqué. Donc j'ai commencé les flocons d'avoine à 10 ans. Oh non, c'est super tôt. Ouais. Et après, mais du coup, plus par nécessité, on va dire. Oui, t'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Et après, finalement, avec mon père, on s'est plus renseigné. On a commencé à beaucoup plus cuisiner.
Donc ça a été à essayer de faire des mélanges de farine, essayer de trouver un peu des alternatives, cuisiner des choses qui finalement pouvaient être bonnes sans gluten. Et en fait, c'est venu un petit peu comme ça. Ok. Et là, tu t'es dit, il faut que je pousse un peu plus, je vais me former et je vais devenir pro dans ce domaine. C'était la première chose dans le sens où du coup, j'ai adoré cuisiner et me renseigner là-dessus. Et après, j'ai été plus tard confrontée, quand je faisais du triathlon, j'ai été entourée de beaucoup d'amis à moi qui ont fait de l'anorexie. Mais c'était vraiment, je pense, la majorité des filles dans le triathlon, triathlon et un peu course à pied. Et du coup, j'ai vraiment été confrontée à ce truc d'anorexie mentale, jusqu'à aller voir une amie à moi à l'hôpital psychiatrique. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, il y a un problème. Et même moi, je commençais à me poser des questions sur mon corps et j'ai essayé au bout d'un moment de perdre un peu de poids. J'avais pas assez de volonté, donc j'ai vite remangé parce que je me suis blessée au bout de 2 semaines. Je me suis dit, ça vaut pas le coup. Ouais. Mais parce que je pense que j'étais pas vraiment portée sur le corps comme pouvaient être d'autres filles, parce qu'on est quand même sur une maladie mentale, donc ça va bien plus loin souvent que juste vouloir être plus fine ou être performante. Ouais. Et du coup, c'est quand j'ai réalisé en fait que c'était vraiment très présent, que c'est là où de base je voulais vraiment me spécialiser en troubles du comportement alimentaire. Au tout début, c'était vraiment mon seul objectif, et même pas forcément dans le sport, vraiment aider les troubles du comportement alimentaire. Tu t'es sentie un peu démunie face à tous ces cas que tu voyais? Ouais, et en fait, je me rends compte que c'est arrivé dans le triathlon. Je me rends compte aussi que j'ai d'autres amis qui me parlent je me souviens d'une fille qui était à la perche, à qui c'est arrivé aussi. Et en fait, je me dis, ok, mais en fait, il y en a partout. Et en fait, quand je regardais, après, c'est typiquement l'âge. 15, 16, 17 ans, donc quand on commence à avoir les menstruations, le bassin qui s'élargit, quand le corps change. Et c'est souvent là qu'il y a la problématique, parce que c'est hyper dur d'accepter son corps finalement à ce moment-là. En plus, souvent, c'est le moment où on est hyper exposé par rapport aux autres personnes, où il peut y avoir même une hypersexualisation. Donc c'est vrai que je pense que c'était vraiment cette période-là, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y en a partout en fait. Et genre, c'est vraiment énormément, et je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Et c'était ça qui m'a... Et du coup, de base, c'était vraiment porté par ce truc en mode, non, ok, faut que les filles comprennent qu'il faut manger, que les règles c'est important, et que genre, limite ça passe avant la performance, quoi. Oui. C'était la première volonté, première révolte. Première révolte, c'est bien, c'est une belle révolte, je trouve, quand même. J'avais mis une boîte à questions sur Instagram récemment là, parce que je savais que je te rencontrais et que la nutrition est un sujet super vaste et qu'on peut pas tout évoquer dans un épisode. Il y a eu quand même la majorité des questions qui touchaient au RED-S, donc le RED syndrome. J'ai vu que tu en parlais beaucoup sur tes réseaux, et c'est en lien avec ce que tu disais sur l'image au corps des femmes athlètes, de la nutrition, la restriction, etc. Le RED-S est principalement connu et étudié dans le sport à haut niveau actuellement. Il y a des études sur le sport à haut niveau, mais c'est très méconnu des professionnels de santé encore actuellement, et aussi des sportifs amateurs malheureusement, alors que ça touche à la fois le haut niveau et surtout les sportifs amateurs, qui sont moins suivis malheureusement. Donc c'est assez difficile de quantifier réellement le nombre de sportifs touchés. Il y a un consensus du Comité international olympique, mais qui date de 2014 je crois, ou 2018, qui avait essayé de quantifier un peu, mais ça reste très spécifique au sport de haut niveau. Ils avaient dit que c'était plus fréquent chez les athlètes féminines, donc c'est ce que tu dis assez régulièrement. Et aussi dans les sports d'endurance, ou les sports qui mettent un peu l'accent sur l'esthétisme, donc la gym, la danse. Il y a 45% de gymnastes qui sont touchés, c'est énorme je trouve, quasi la moitié. Les sports aussi qui mettent l'accent sur la légèreté, donc l'escalade, ou ceux où il y a des catégories de poids à atteindre, ce qui est quand même assez toxique, je trouve. Toi, comment tu définirais le RED-S assez simplement? Alors je vais élargir un peu la question. Vas-y. Par rapport à ce que tu as dit, la réalité c'est que pendant longtemps on a parlé de la triade de la femme sportive, qui est un peu différent, et pendant longtemps effectivement on le mettait uniquement au féminin et on le caractérisait en plus vraiment anorexie, déminéralisation osseuse. Et du coup lié à l'aménorrhée. En gros, c'était vraiment anorexie, plus de menstruation, fraction de fatigue. Ça. Direct. Petit à petit, ça s'est élargi. C'était plus anorexie, c'était trouble du comportement alimentaire. Et plus tard, c'était même trouble du comportement alimentaire et déficit énergétique. Ce qui ramène du coup un peu plus au RED-S. Finalement, ils se sont dit, ok, en fait, chez les hommes, il y a la même chose. C'est juste que il y a pas les menstruations. Et du coup, c'est plus au niveau de la testostérone et même de la baisse de libido. Donc c'est comme ça qu'on peut le voir un peu chez les hommes aussi. Et effectivement, ils ont vu qu'en fait, c'était le même schéma. Et fracture de fatigue au final. Donc en fait, la réalité c'est qu'ils ont vraiment élargi pour englober du coup les hommes aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui jouaient.
Alors, de base, on est vraiment effectivement sur un déficit énergétique. Donc quelqu'un qui ne mange pas assez. Mais on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être liées. Ça peut être un petit déficit énergétique qui s'est installé un petit peu dans le temps. Effectivement, dans les sports d'endurance, c'est parfois même pas réellement voulu, c'est juste qu'on dépense tellement d'énergie que c'est hyper dur finalement de combler ses besoins. Ouais. Et en fait, après, c'est lié à plein de choses. Il y a la charge mentale qui peut aussi rentrer en compte, le fait de travailler beaucoup, le fait de marcher beaucoup dans la journée. Ça peut être plein de petites choses comme ça finalement qui vont s'accumuler. Et le REDES, parfois, il arrive même pas vraiment à de la blessure et de la fracture de fatigue. Ça peut être plus envie de s'entraîner, ça peut être une fatigue qui est vraiment très importante et qui s'est accumulée, ça peut être plein de choses différentes. Il y a limite autant de REDES qu'il y a de personnes en fait, parce qu'il y a plein de contextes différents qui peuvent mener à cet état de fatigue très important qui est souvent lié effectivement à un déficit entre guillemets. Mais du coup, il n'y a pas, actuellement, je crois qu'il n'y a pas de test de diagnostic qui a été éprouvé, enfin qui est généralisé. Et on a encore beaucoup d'études qui sont en cours, donc j'espère que dans les années à venir, ça va être de plus en plus étudié. Toi, tu as fait une grille de questionnaires qui est disponible sur ton Insta. Mais ça remplace pas, enfin tu l'as dit toi-même, ça remplace pas un diagnostic, ça permet juste de se poser les questions et de se placer un peu dans une échelle de risque en gros. Ouais. Pour toi, quels sont les signaux d'alerte d'un REDES? C'est vrai que pour moi, c'est vraiment la fatigue. Souvent, c'est un sportif, il sent quand il y a un truc qui va pas. Donc souvent, c'est le premier point d'alerte. Quand il y a de la fatigue, ça peut effectivement, on va poser un petit peu des questions sur l'alimentation. Est-ce que la personne mange un petit peu moins comment? Est-ce qu'elle a juste moins faim? Ou est-ce qu'elle-même, des fois, se restreint un petit peu? Il y a des repas qui sont sautés. Est-ce qu'elle se pose des questions par rapport à son corps? Ça a des choses comme ça. Pareil au niveau du sommeil, si les personnes, boivent assez, dort assez. L'hydratation, c'est important aussi, hein. Le sommeil, quand même. Du coup, la personne dort assez. Du coup, c'est plein de petites choses comme ça, même au niveau des troubles digestifs, aussi la personne a augmenté, même au niveau de la charge d'entraînement. C'est plein de petits détails, en fait, mis bout à bout, qui peuvent effectivement montrer ça. Pareil, au niveau du poids, c'est une perte de poids, au niveau de la charge mentale. Ça peut être plein de petites choses. Quand t'es un peu surmené, quoi, dans le sport. Ouais, c'est ça peut être une sorte de surmenage, entre guillemets. Mais souvent, c'est lié à plein de choses, mais c'est vrai que souvent, le mieux, c'est d'aller voir un médecin du sport. Écarter en fait les autres choses. Parce que chez les femmes, c'est souvent les femmes parce que là je vais parler d'anémie. Donc c'est vraiment l'anémie fériprile, donc la carence en fer, qui arrive souvent chez les femmes aussi, dès qu'il y a des menstruations un petit peu abondantes. Chez la sportive, c'est malheureusement assez courant. Et du coup, il y a certains symptômes qui sont assez proches. Donc il faut être sûr que ce soit pas ça, il faut être sûr que ce soit pas non plus une patho un petit peu hormonale qui peut jouer, ou des choses avec la thyroïde notamment. Ah oui. Et en fait, quand il n'y a rien sur le bilan sanguin, et qu'il y a tous ces symptômes, et que la personne est sportive, en général, on est plutôt sur un REDES. Ouais, on arrive à diagnostiquer, enfin à dire, là, tu rentres dans le cas du REDES. C'est ça. Je laisse le diagnostic au médecin. Ouais. Et effectivement, moi, c'était plus une auto-analyse, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, de base, sont un petit peu à cette limite. Et je pense que pour beaucoup, en fait, il suffit de pas grand-chose. Un petit manque dans l'alimentation, un peu moins de sommeil, une charge mentale un peu plus élevée, sur une durée plus ou moins longue, et on peut basculer finalement dedans. Est-ce que du coup, une femme qui est en REDES, elle est systématiquement en aménorrhée, donc absence de règles? Non. C'est vrai que sur le principe, il y en a beaucoup quand même qui ont plus leur menstruation. Mais en réalité, j'en ai déjà vu qui étaient dans un état de REDES et qui avaient toujours leur menstruation. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est pilule. Et tu donnes des fausses règles. Du coup, il y a ça aussi. Ouais. Du coup, la plupart du temps, elles sont quand même sous pilule, donc c'est compliqué de savoir. Ou alors, elles peuvent avoir leur menstruation, mais ça va être un peu déréglé. Donc, c'est plus du tout forcément tous les 28 jours comme elles ont l'habitude. Il va y avoir des flux, des fois, qui n'ont pas été très abondants et les règles reviennent 2 semaines après. Enfin, il y a des choses un petit peu comme ça qui sont quand même un peu anormales. Mais j'ai déjà vu des cas où non, il y avait plein de choses qui montraient un REDES et la personne avait ses menstruations. Donc, est-ce que en continuant comme ça, elle les aurait plus dans 1 ou 2 mois? C'est possible aussi. Mais dans une grande partie des cas, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à se poser la question sur le REDES parce qu'elles n'ont plus leurs règles. Et qu'elles sont pas sportives, forcément les deux. Ouais. Et du coup, chez les hommes qui n'ont pas de règles, comment on peut le prévenir? C'est directement des tests de testostérone, de taux Alors, on le voit effectivement sur les bilans sanguins, au niveau de la testostérone quand même.
Par contre, les seules fois où je l'ai vu, c'était vraiment chez des personnes chez qui le REDES était très marqué. Et présent depuis un moment, et même lié à des troubles du comportement alimentaire. Ah oui. Donc, je l'ai déjà vu sur des bilans sanguins chez les hommes, mais parce que le REDES était très avancé et que les causes étaient très bien identifiées aussi. Comment tu soupçonnes un REDES chez un homme ? En soi, c'est un peu les mêmes symptômes. Ça va être une fatigue qui est assez importante, ça va être un manque de motivation. Il y a des pensées un peu négatives aussi. L'impression de plus subir sa journée que de la vivre, entre guillemets. De la fatigue très importante dès le matin, au réveil. Oui. Ça, c'est aussi un facteur. Plus trop envie de s'entraîner. Et chez les garçons, souvent, le déclencheur pour venir et se renseigner, c'est qu'en fait, ils avancent plus à l'entraînement. Soit ils stagnent, soit ça baisse. Alors que les entraînements sont pourtant assez bons, il y a rien qui bloque au niveau du corps, mais souvent les performances sont plus là. C'est pour ça qui alerte aussi. Okay. J'ai entendu aussi que ça pouvait avoir un impact sur le système immunitaire, donc t'es plus souvent malade, alors qu'avant t'étais jamais malade. Est-ce que c'est un symptôme systématique du REDES ? C'est vrai que c'est souvent présent, effectivement. Dès qu'en fait le corps il a un petit peu moins de défense, entre guillemets, forcément on va beaucoup plus facilement avoir toutes les pathologies possibles et imaginables. Donc oui, on va tomber malade beaucoup plus facilement. Donc ouais, c'est un très bon signe effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau même que j'accompagne, chez qui on a compris qu'il y avait un petit problème au niveau du poids parce qu'ils tombaient tout le temps malades. Et en fait, en augmentant en hiver de 1 ou 2 kilos par rapport à la saison estivale, il y a plusieurs athlètes à très très bon niveau chez qui finalement c'est passé. Ouais, c'est vraiment des mini-réglages quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a même des athlètes de haut niveau qui en parlent, je parle surtout des garçons là pour le coup, mais qui effectivement avaient tendance à avoir toujours le même poids au cours de l'année, qui se sont rendus compte qu'en hiver, avoir 1 ou 2 kilos en plus, finalement ils arrivaient mieux au niveau même de la charge musculaire sur des exercices de musculation et qui du coup tombaient beaucoup moins malades. Et je pense pas qu'ils étaient dans un REDES, mais ça montre qu'effectivement le poids, ou alors en tout cas la masse graisseuse, a un impact aussi là-dessus. Oui, forcément. Ouais. Et là, on parle d'hommes et de femmes, donc d'un âge quand même mature. Est-ce qu'un enfant ou un adolescent peut avoir un REDES ? Je pense que oui, en soi il peut avoir un REDES. Après, là où ça va être plus compliqué, c'est par exemple chez les jeunes filles, il y a des aménorrhées qui sont aussi... Alors il y a plusieurs types d'aménorrhées. Il y a la primaire et la secondaire. Et là du coup c'est encore différent. C'est pas forcément lié à trop de sport ou quoi que ce soit. Mais du coup ça peut l'être. Mais normalement un enfant il n'est pas censé avoir une charge d'entraînement ou une charge mentale qui peut l'emmener à un REDES. Ou alors c'est qu'il y a un trouble du comportement alimentaire ou un problème avec le rapport au corps derrière. Oui, ou alors ça va être du très haut niveau, je pense aux enfants. Oui, ouais, ça peut être ça aussi. Ouais, complètement, avec un manque de sommeil ou quelque chose comme ça. Mais souvent chez les enfants, l'avantage c'est que la blessure les rattrape rapidement. Ouais. Avec comme ils grandissent, souvent on va dire que ça les arrête assez facilement là-dedans. Ok. Est-ce que un sportif peut tomber en REDES sans s'en rendre compte ? Oui, ouais, complètement. Souvent, il y en a plein de sportifs, alors surtout sur des triathlons, des trails ou même des personnes qui commencent par exemple en prépa marathon. En fait, ils ont une dépense énergétique qui est énorme et ils s'en rendent pas forcément compte. Donc en fait, ils vont se dire ok, je vais manger plus, je rajoute une collation. Et en réalité, c'est pas du tout assez, alors qu'ils ont l'impression de bien faire. Et en fait, c'est juste parce que c'est hyper dur de réussir à compenser. Il y a plein de personnes où pour finalement réussir qu'elles atteignent à peu près leurs besoins, en fait, on va enlever des légumes, on va rajouter un peu plus de glucides, on essaye de trouver un petit peu des endroits qui t'a amené un peu en liquide, on essaye de tout optimiser. Surtout sur du triathlon ou les prépas Ironman, c'est de l'optimisation pure. Oui. C'est ça, et en fait, c'est là où on privilégie la quantité à la qualité, même en termes d'alimentation. Et du coup, oui, quelqu'un qui est pas alerte, forcément, il peut facilement glisser là-dedans. Et moi, ce que je vois beaucoup en ce moment, je pense que les réseaux sociaux, ils sont aussi pour quelque chose. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur des prépas longues, notamment en triathlon ou même marathon, et qui en fait, pour qui c'est récent, qu'il n'y a pas trop de transition, qui préparent ça directement. Et en fait, ils sont pas assez renseignés. Ou même il n'y a pas d'alimentation à l'effort ou quoi que ce soit. Donc en fait, le corps essaye constamment de récupérer, même pendant qu'il est en plein effort. Et du coup, forcément, ça s'installe assez facilement dans ces cas-là. Mais surtout que quand tu commences à mettre beaucoup plus d'entraînement dans ton quotidien, tu as de moins en moins faim. Enfin, tu ressens moins la faim. En tout cas, après les entraînements, là où il faudrait manger quand même pour récupérer. Donc c'est compliqué de compenser ces apports parce qu'au final, tu restes aux 3 repas par jour et tes 2 collations. Et quand tu augmentes tes entraînements, t'as pas
plus faim, donc tu continues sur cette voie-là et c'est là où tu rentres dans le cercle vicieux et c'est fini. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est exactement ce que t'as dit, c'est qu'en fait, quand tu sors d'une grosse séance, c'est un peu anorexigène, donc forcément, t'as pas faim directement derrière, et souvent, faut attendre un moment. Donc en fait, c'est là où, justement, c'est exactement ce que je disais, où limite, on enlève les légumes et on met beaucoup plus de glucides. En fait, on optimise un peu comme on peut. Et tu manges aussi pendant l'entraînement pour essayer pas de compenser, mais de se dire, ok, je rajoute quand même un peu de calories. Ouais, complètement. En fait, sous forme liquide, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être une boisson de l'effort, ça peut être des gels, ça peut être une compote, ça peut être des choses comme ça autour. Mais en fait, on vient ramener des glucides directement à l'effort pour essayer de dégrossir un peu. Et du coup, le corps a moins à les puiser, à les chercher. Et du coup, on optimise déjà la récupération finalement. Ouais, c'est ça. Par rapport à tout ça, sans remplacer le rôle du médecin, quel examen ou bilan tu recommanderais pour quelqu'un qui doute de savoir s'il est en REDES ou pas, qui sait pas trop s'il est en REDES? En première intention, c'est un médecin du sport. Alors, je dis bien le médecin du sport parce que j'ai beaucoup de personnes qui vont voir le médecin généraliste et on leur dit qu'il faut qu'ils se reposent et ensuite ils vont voir un médecin du sport et là on leur détecte à peu près le REDES. Ou alors on leur en parle. Parfois les patients arrivent eux-mêmes avec cette histoire de REDES en mode qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ils sont déjà avertis et informés sur le sujet, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'athlètes qui quand même se renseignent. Même chez GPT, à tout moment, peut-être j'ai pas essayé, mais peut-être qu'il sort le REDES quand même. Ah non, ça serait horrible. Il pourrait remplacer les diètes. Non, quand même pas. Mais du coup, j'ai envie de dire, après si ChatGPT permet de montrer aux gens qu'il y a un REDES, pourquoi pas? Mais ça peut aider. Mais du coup, normalement, avec le médecin, il faut un petit peu l'historique. Le médecin, s'il est alerte sur le sujet, il va vite réussir à comprendre qu'il peut y avoir un REDES. Le bilan sanguin peut le confirmer. S'il y a rien sur le bilan sanguin et qu'effectivement on voit ça. Il y a quelque chose d'autre sur le bilan sanguin qu'on peut voir. On n'en parle pas énormément, mais le taux de cholestérol peut augmenter. Chez des personnes qui sont vraiment en manque, en fait, en termes d'alimentation, le taux de cholestérol peut augmenter. Ce qui est hyper compliqué parce que du coup, quand quelqu'un fait ce test, s'il n'est pas au courant, il fait le bilan sanguin, il voit du cholestérol et il panique parce qu'il est déjà en manque d'alimentation. Donc et il se dit, là, faut que je me restreigne encore plus, je suis en train d'augmenter le cholestérol. C'est ça, mais du coup, ça peut être signe aussi du REDES. Le fait qu'un cholestérol augmente alors que la personne a perdu du poids ou quoi que ce soit. Donc toujours demander l'avis d'un médecin après avoir fait son bilan. Ouais, et encore j'ai déjà vu des cas où la personne arrive avec le bilan sanguin et le médecin lui a juste dit qu'il fallait qu'elle arrête les œufs. Donc l'enfer. Oh non. Alors après, les œufs ne sont pas pleins de cholestérol, on peut en manger je crois jusqu'à 6 par jour sans impact il me semble. Enfin, exactement. Faut arrêter avec ce cliché là, c'est bon. Ouais, mais du coup oui c'est... Après c'était peut-être pas un médecin du sport mais j'avoue, mais c'était la semaine dernière et j'avoue qu'il y a des trucs des fois c'est dur. Ça va s'arracher les cheveux. Ouais c'est dur. Après si la personne m'en a parlé c'est que c'est bien qu'elle se doutait qu'il y avait quelque chose, je pense qu'elle est pas. Mais c'est... Ouais du coup c'est quelque chose à prendre en compte aussi. J'ai dévié de la question, je sais plus tout. Non, t'inquiète pas, c'était sur les examens et les bilans, mais ouais, c'est ça. Mais du coup, médecin du sport, et une fois qu'on a compris la cause, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit même au niveau psychologique ou quoi que ce soit, même endocrino, on peut aller voir le spécialiste qui va avec. Ok. Il y a dans le consensus du Comité international olympique que j'ai évoqué tout à l'heure, ils disent que les troubles de l'alimentation, ça concerne environ 20% des femmes athlètes adultes élites, donc dans le haut niveau toujours. Pour seulement 8% chez les hommes. Donc est-ce que ça c'est un indicateur de comportement à risque associé au REDES? Oui, complètement. Les TCA font partie des choses qui peuvent engendrer un REDES, même si c'est quand même encore différent parce qu'on ne le traite pas exactement de la même façon. Après, même au niveau des chiffres, ce qui est hyper compliqué, c'est que je pense qu'il y a des disciplines, comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, des sports ou des disciplines qui sont plus ou moins à risque. Mais moi je vois quand même de plus en plus de garçons qui arrivent, surtout sur les distances longues. Et j'ai l'impression aussi, enfin je sais pas trop, mais même quand j'ai fait mon questionnaire sur le REDES, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont répondu, plus que ce que je pensais. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un tabou derrière. Ouais, parce que là on a l'impression que les cas explosent, mais en fait il y en a toujours eu. Et c'est juste qu'on n'en parlait pas. Ouais, mais chez les femmes ça m'étonne pas tant. Dans le sens où j'ai toujours été dans des groupes d'entraînement où il y avait toujours au moins une ou deux filles qui avaient vécu des comportements alimentaires comme ça, de l'anorexie ou même des hyper-contrôles. Et j'en entends souvent parler, j'ai des athlètes même de haut niveau qui me contactent. Donc ça ne m'étonne pas tant. Après c'est mon métier, donc je pense que j'y suis confrontée bien plus que quelqu'un de lambda. Mais ouais. Est-ce que quand on a un poids qui est assez bas,
On va pas parler d'IMC parce que pour moi c'est un indicateur qui est caduque et qui est plus du tout d'actualité. Mais quand on a un poids assez bas et qu'on fait du sport, est-ce qu'on est plus à risque d'être en raidesse que quelqu'un qui a un poids dit normal, entre guillemets? Bah oui et non. Parce qu'en soi, il y a des filles, enfin moi c'est un truc justement que j'ai vu avec mon métier, il y a des filles qui sont légères de base et qui finalement sont très en forme, ne tombent pas malades et sont très bien et performent depuis plusieurs années. Ouais. Et d'autres, c'est qui une petite perte de poids alors qu'elles ont un corps qui est, chez ta tête c'est désuet parce que forcément on est tout assez fine en soi, mais qui va juste perdre 1 ou 2 kilos et qui paraît pas fine ou pas maigre. Et elle par contre elle peut perdre ses menstruations ou avoir des problématiques. Donc je pense que en fait c'est quand même très personnel et il n'y a pas de réalité. Tu vois, et je suis d'accord avec toi, c'est complètement désuet l'IMC, mais il n'y a pas même au niveau on parle parfois de pourcentage de masse graisseuse. En réalité chaque femme en fait a des résistances qui sont quand même assez différentes. Donc j'ai vu des femmes qui sont un peu plus épaisses que les autres, on va dire un peu dans le peloton de l'athlétisme, et qui pourtant dès qu'elles perdent un petit peu ne sont plus du tout en forme, et d'autres qui sont très fines et qui fonctionnent très bien depuis des années sans aucune problématique. Et à l'inverse, est-ce qu'une personne qui est en surpoids et qui veut perdre du poids de manière assez extrême en faisant direct un régime restrictif, elle peut tomber dans le raidesse facilement? Ouais, complètement, et même en anorexie en soi. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a tendance à mettre ça, les pathologies comme ça, sur des personnes qui sont assez fines ou maigres. En réalité, peu importe le corps que tu as, tu peux être dans ce type de pathologie sans problème. Ouais. Il n'y a pas de profil type, en tout cas esthétique, non, corporel. Franchement, non. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient qui étaient plutôt en surpoids, à avoir ce type de problématique même. C'est affolant parce qu'en fait, il y a tellement de cas qu'on pourrait tous tomber en raidesse hyper... sans s'en rendre compte, quoi. En fait, plus on a, entre guillemets, de poids à perdre et plus on veut le perdre vite, et plus la problématique se met en marche. Parce qu'en fait, ça marche hyper facilement. Tu réduis les quantités, au bout d'1 semaine, tu peux déjà avoir des résultats. J'ai vu des personnes qui avaient perdu en 1 mois et demi 6 kilos, alors qu'elles n'étaient pas non plus hyper épaisses. Et en fait, elles se réconfortent là-dedans. Donc en fait, une fois qu'elles recommencent à manger de façon normale, ça explose, quoi. Ça explose, tu reprends du poids hyper facilement. L'effet yo-yo, c'est quelque chose qui, à chaque fois que tu reprends du poids, tu reprends plus. Et plus tu as cet effet yo-yo-là, et plus c'est dur de reperdre du poids derrière. En gros, faut pas choquer son corps. C'est ça, parce que le corps après il a peur. Bah oui. Entre gros guillemets, c'est un peu comme s'il avait peur et du coup il permet pas de repartir très bas. Et c'est pour ça qu'avoir quelque chose d'encadré et de très progressif, pour que ça dure dans la durée, que ça soit des habitudes, c'est le mieux. En fait, c'est comme si on mettait son corps en mode survie. Il va faire du stock parce qu'on l'a choqué trop rapidement et il se dit oh là là, la prochaine fois qu'il me fait ça, je voudrais être prêt. Donc il va stocker et c'est l'effet inverse qui se produit, quoi. Ouais, complètement, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, le corps, lui, ce qu'il protège, c'est les fonctions vitales. Donc il lui faut de l'énergie pour ça. Donc s'il voit qu'en fait, il a plus d'énergie, il va essayer d'en garder un petit peu sous le coude, entre guillemets, pour être sûr que le corps fonctionne. C'est ça. Est-ce que, par exemple, hors alimentation, les profils plutôt hyperactifs ou hyper stressés peuvent tomber en raidesse, même s'ils mangent très bien, qu'ils calculent leur repas Ouais, oui, c'est possible. C'est plus rare. Il y a souvent un déficit comme dans l'alimentation, mais le stress joue énormément. Parce que même sur la prise alimentaire, en réalité, il joue. Tu peux avoir moins faim, ou alors c'est juste pas ta priorité. Ouais. Et du coup, tu bâcles un petit peu cette partie-là, ou tu réduis un peu une catégorie d'aliments sans vraiment t'en rendre compte. Ça peut être ça aussi, en fait, le REDS. Mais oui, les personnes qui sont assez actives en termes général, moi je le vois beaucoup chez les kinés. Parce qu'ils se posent rarement pour manger, c'est pas leur priorité. C'est vrai, et du coup, c'est vrai que les kinés, je les vois beaucoup en consultation. Parce qu'en fait, ils sont hyper actifs toute la journée. Et du coup, prendre un temps pour manger, en fait, faut leur dire, en fait. Ouais. Là, faut un moment, quoi. Mettez-vous une alarme. C'est ça, faut se poser, faut prendre le temps de manger. 20 minutes, ça suffit pas. Enfin, donc en fait, oui, il y a peut-être des profils types, effectivement. Et les personnes stressées, c'est souvent aussi là-dedans. Parce qu'en plus, elles se posent beaucoup de questions, donc elles veulent toujours bien faire. Oui. Et forcément, des fois, en voulant trop bien faire, ça peut amener à pas forcément trop s'écouter. Et du coup... Et aussi à moins bien récupérer, je pense. Parce que si tu te poses toujours des questions, ton corps, il est stressé tout le temps, tu dors pas bien, enfin... Tout pareil, après, tu lances le cycle de survie de ton corps et... Ouais, c'est possible, exactement. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ils peuvent jouer un rôle dans le sens où en ce moment il y a beaucoup de gens qui prônent le sport tous les jours, il y a une surenchère de faire des ultras et toujours plus,
Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent la Miracle Morning, donc tu suis pas forcément le rythme de ton corps. Est-ce que tout ça, ça peut avoir un impact sur le nombre de cas de REDES qu'on voit arriver Ouais, complètement. Mais en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, maintenant, on a l'impression que tout est un peu facile d'accès. Il n'y a pas trop d'étapes. Et du coup, les gens se mettent directement là-dessus, ils se renseignent pas forcément, ils voient que la performance ou le fait de prouver. Et même, pareil, je pense à Strava, c'est pareil. Il y a ce côté un peu prouveur où on voit le nombre de kilomètres que tu vas faire, faire la sortie la plus longue, le plus de temps. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de truc un peu concurrentiel qui peut s'installer. De toute façon, même en ce moment sur les réseaux, on en parle du fait que les réseaux sont négatifs et que ça entraîne là-dessus. Donc ça montre bien qu'en fait, même tout le monde commence à voir qu'effectivement, il y a un effet qui est hyper négatif. J'écoutais il y a pas longtemps, c'était une kiné qui faisait un peu un coup de gueule en mode je comprends pas, je suis face à quelqu'un qui est à moitié blessé, qui s'est inscrit pour un 60 km alors qu'il a jamais fait de course. Et en fait, il prend un dossard de quelqu'un qui est hyper entraîné depuis des années et qui lui finira la course, quoi. Et c'est des trucs, je pense que on le voit au niveau des dossards, on le voit justement par rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un truc qui devient un peu anxiogène où la pratique est tellement partagée que les gens le font plus forcément pour eux. Et du coup, forcément, quand tu fais pas ça uniquement pour toi, avec tes objectifs et tes convictions personnelles, je pense qu'effectivement, tout ce qu'il y a autour n'est plus forcément sain, entre guillemets. Oui, et quand tu sais même pas t'arrêter alors que t'es blessé et que parce que tu avais annoncé à tout ton entourage que t'allais faire cette course, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, quoi. Clairement. Ouais, c'est ça, mais parce que du coup, c'est plus le regard des autres qui va compter ou peut-être un statut social, entre guillemets, parce que t'es capable de faire telle ou telle chose. Et du coup, dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu penses des tendances healthy ou des régimes un peu pour le bikini body ou ce genre de choses? Ouais, ça c'est des trucs, c'est compliqué parce qu'il y a toujours eu. Tu vois, pareil, j'ai même pas répondu tout à l'heure sur les Miracle Morning, mais c'est un peu pareil, c'est des trucs qu'on voit toujours et qui reviennent. Mais en réalité, il y en a plein qui sont pas faits pour se lever à 5h du mat, manger 3 œufs et boire 6 litres d'eau. Enfin, c'est des trucs, ça n'existe pas vraiment. Et en fait, c'est complètement lunaire. Ça pousse à vouloir être perfectionniste tout le temps. Si t'écoutes des réseaux, tu dois jamais être sur ton téléphone. Pour aussi faire partie de Miracle Morning, sauf qu'en réalité, ils sont tous sur leur téléphone. Enfin, c'est un peu compliqué. Les réseaux, je trouve qu'il y a une proportion de faux qui est assez C'est très grande. contradictoire en plus. Et moi, le truc qui m'énerve le plus avec et en plus, il y a certains diètes qui le font, hein. Alors, il y en a qui le font peut-être mieux, mais tout ce qui est what I eat in a day, c'est quelque chose qui me tend un peu. Parce que pour moi, c'est vraiment l'ouverture à la comparaison. À tout le monde. Et en fait, c'est hyper dur parce que moi, j'essaye de prôner un peu le fait de s'écouter, de faire les choses un peu pour soi et tout ça. Mais parfois, je vais mettre une assistance story ou quoi que ce soit, et on va me dire ah mais tu prends pas de dessert, ah mais tu manges pas de fromage, ah mais tu manges que ça. Ok, bah ouais, en fait je me suis resservi un peu de riz après, mais ouais, je l'ai pas mis en story. Oui, après j'ai 2 clémentines et un morceau de chocolat, mais je l'ai pas mis en story. Ouais, en fait j'ai pris un goûter à 17h, donc forcément à 20h j'ai un peu moins faim, mais j'avoue je l'ai pas mis en story. Et en fait c'est des trucs, les gens ils peuvent jamais savoir ce qu'il y a autour. Ils peuvent pas savoir si t'es servi, si t'as mangé 2 heures avant ou si tu vas prendre un dessert 6 heures après. Mais en fait les gens font la police sur ce qu'ils voient mais sans connaître le contexte de ce qui se passe vraiment, quoi, à un moment. Et puis finalement c'est biaisé uniquement par leur perception à eux, de ce qui paraît bien pour toi, alors qu'en fait ça n'a pas de réellement de valeur. Si ça fonctionne pour toi, pourquoi vouloir changer la face du monde, quoi? À un moment c'était bon, enfin ouais. Tu te connais mieux que les autres, donc à un moment bah c'est ça. Et puis au contraire on voit plein de recettes aussi qui sont un peu dites healthy, dans lesquelles on va trouver du peanut butter, du chocolat, des trucs un peu gourmands et tout. Du coup il y a un peu les deux côtés, il y a le healthy feuille de salade et le healthy je te mets des dattes, du beurre de cacahuète et du chocolat, hyper calorique, mais quand même pas trop transformé. Qualité mais énergétique, quoi. Tu peux aller courir derrière, y a pas de souci. C'est ça. Est-ce qu'il y a des croyances alimentaires qui sont assez répandues et qui pourraient pousser au REDES? Ouais, oui. Il y a alors il est assez vrai en vélo, en course à pied, dans d'autres sports d'ailleurs. C'est plus t'es fin, plus tu cours vite, quoi. Ah oui. Plus t'es léger et moins t'as de puissance à avoir pour... Exactement, donc ça oui, c'est un truc qu'on a encore beaucoup, hein. Il y a encore beaucoup de personnes, même dans mon entourage, qui sont persuadées qu'avec 1 ou 2 kilos ils iraient beaucoup plus vite. Donc il y a quand même ce truc qui persiste et qui est là, mais parce que je pense que ça a même été véhiculé par les entraîneurs pendant très longtemps. Donc je pense que celle-là, elle a peu dur.
Est-ce que le jeûne, donc dans le cas de certaines religions, on voit qu'il y a du jeûne qui est intégré, ou alors l'entraînement à jeun, ça peut aggraver les cas? Oui, ça peut. Après, on le fait toujours, enfin, on essaye de voir ça de façon différente. Quand c'est religieux, en général, dans tous les cas, on n'y touche pas. Chez les athlètes de haut niveau, il y en a certains, alors avec la Fédé, je l'ai vu, où on met des choses en place pour essayer de composer un petit peu avec. Soit les entraînements sont vraiment le soir, soit on essaye quand même, justement le matin, de bien optimiser pour après le reste de la journée. Ouais. Surtout au niveau hydrique, finalement, quand c'est la religion, plus que le reste. Mais souvent, on s'en sort bien. Les entraînements qui sont plutôt faits le soir ou alors le matin. Quand c'est pas religieux, franchement, c'est quelque chose contre lequel je me bats un peu. Même les patients qui doivent s'entraîner très tôt, j'essaie de toujours faire en sorte qu'on arrive à mettre quelque chose un petit peu avant. Pour le coup, ça va dépendre toujours. Ou alors, il faudrait que ça soit à moins de 30 minutes et très lent. Mais en réalité, le corps, il puise trop. Si on est quelqu'un qui cherche la performance, c'est quelque chose à éviter. Mais tu vois, ça, j'ai beaucoup de cas autour de moi dans le cadre du triathlon. Dans le cadre du club, j'ai des entraînements de natation à 7h du matin dans la semaine. Et il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent moi j'ai pas mangé ce matin parce que quand je me lève à 6h, franchement, j'ai pas envie de manger. Je vais avoir le ventre en pleine digestion pendant la séance de natation. Moi, je suis incapable de faire ça. Je mange toujours avant d'y aller parce que j'ai plus d'énergie de toute façon. Mais je me dis, comment font ces personnes? En plus, c'est répété puisque dans les entraînements de natation, c'est 2-3 fois par semaine. Ouais, ça je compatis avec toi parce que je suis pareil. Je suis de la team, si je ne mange pas, je n'avance pas. Même sortir de chez moi, je pense que ça serait compliqué. Donc ça je comprends, mais effectivement c'est un truc... Alors je comprends totalement que quand on se lève à 6h du mat ou très tôt, même parfois pour aller travailler, ça soit assez compliqué. En réalité, l'objectif c'est de réussir à essayer de manger quelque chose. Ça peut être 2 dattes, ça peut être une compote. C'est essayer d'avoir un petit peu de glucides, même un peu rapide, même si c'est juste une demi-heure avant. Quitte à avoir une boisson d'effort vraiment pendant l'entraînement. Mais il faut réussir à avoir quelque chose avant. C'est important. Même en termes, ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de récupération, c'est hyper important. Et au moins, t'optimises vraiment. Surtout dans le cas du triathlon, quand t'entraînes plusieurs entraînements dans la journée, c'est hyper important de réussir à avoir des apports le plus possible et même dès le matin à jeun, quoi. Mais sinon, ton corps, il puise déjà dans les réserves dès le matin et ta journée, elle est pas finie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, on le voit finalement, les personnes qui s'entraînent souvent à jeun ont souvent un gros coup de mou dans la journée. Ouais. Bien plus important que les personnes qui vont manger même juste un petit truc avant. J'ai déjà entendu, dans le cadre du REDES, des gens, et notamment des professionnels de santé, dire que l'absence de règles, c'est pratique, notamment pour les entraînements, au quotidien, etc. Et qu'on va pas pousser les investigations pour une jeune femme qui en aménorrhée, parce que là, elle a pas envie d'avoir un enfant tout de suite, donc pourquoi on irait pousser les investigations? Donc on prend la pilule, et c'est tout. À partir de quand ça devient un vrai risque médical d'être en REDES sur une période prolongée? Du coup, pas avoir seul, effectivement, c'est une problématique. T'as raison, on entend tout le temps que c'est normal. Surtout pas beaucoup de médecins du sport. La réalité, c'est que non, c'est pas normal. Ça devient problématique à partir de 3 mois. Parce que du coup, on est vraiment sur une aménorrhée qui est vraiment installée. Quand ça fait plus de 3 mois, et là, ça devient problématique. Souvent, quand ça fait 3 mois, c'est réversible. On peut réussir à mettre des choses en place pour. Mais effectivement, c'est une problématique, ça doit être une alarme, vraiment une alerte à prendre en compte vraiment plus. Il faut pas que ça arrive. C'est forcément qu'il y a une problématique dans tous les cas. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. En fait, concrètement, t'as pas de cycle au niveau hormonal, donc au niveau progestérone et œstrogène. Et en fait, les œstrogènes, c'est eux qui sont impliqués dans la minéralisation osseuse. Donc quand t'as plus ce cycle-là avec les taux d'œstrogène qui varient, en fait, c'est là que tu peux avoir des problématiques et que tu vas avoir des blessures au niveau osseux. Et là, quand une athlète a des blessures comme ça, elle en prend pour un moment aussi. Et parfois, c'est des doubles, des triples, quadruples fractures qui sont découvertes après. Donc, c'est quelque chose qui prend une ampleur qui est énorme, même au niveau hormonal, pour le développement de la femme ou de la jeune fille, quoi. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'effectivement, souvent on met la pilule parce que on se dit ok, je mets la pilule, comme ça il y a des menstruations. La réalité, c'est que sous pilule, c'est des menstruations de privation. Parce qu'on prive d'hormones et après hop, on en met et du coup ça crée. Mais en réalité, il n'y a quand même pas ce taux au niveau oestrogène qui se fait, donc en fait ça ne règle rien en réalité. Mais moi j'ai entendu
que dans le cas d'aménorrhée, justement, on remettait la pilule et de fracture de fatigue répétée, on remettait la pilule pour avoir le taux d'hormones nécessaire pour que les os ils se reminéralisent et que ça redevienne normal. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Il y a des pilules qui sont effectivement dosées en progestérone et oestrogène, mais non, c'est pas la solution, c'est pas à la hauteur de ça. Parce qu'il y a différents types de pilules, on va peut-être pas faire tous les types, mais il y a différents types où effectivement il y a soit par privation, soit progestatif. Mais en réalité, il y a pas c'est pas la meilleure solution à mon sens, parce qu'on n'arrive pas à savoir du coup si la fille a réellement ses menstruations ou pas. Pour moi, il vaut mieux ne pas en avoir et juste être alerte justement sur le moment auquel ça va revenir. C'est surtout ça. Et donc limite s'orienter vers un autre type de contraception non hormonale si vraiment on en a besoin, mais pas une pilule quoi. Et est-ce que y a des séquelles qui sont irréversibles? Oui, au niveau du fait de vouloir un enfant, ça peut être un peu compliqué après effectivement après. Après, si c'est installé sur du très long terme. Quand c'est depuis peu de temps et que c'est réversible, ça peut le faire. On a même travaillé avec des femmes où ça faisait 2-3 ans qu'elles n'avaient plus leur menstruation. On a réussi à le remettre en place au bout de 3 à 6 mois. Donc il y a des choses à faire quand même. Mais effectivement, il y a beaucoup de femmes qui continuent à avoir des fractures de fatigue après, parce qu'il faut un moment et que les cycles se remettent bien en place pour que ça aille mieux. Et après, ça dépend toujours des problématiques. S'il y a eu des troubles du comportement alimentaire ou qu'il y a un problème avec l'alimentation de base ou au rapport au corps, effectivement, ça peut être plus problématique, mais dans d'autres proportions. Tu as évoqué une période de 3 à 6 mois pour s'en sortir si la prise en charge elle est cadrée et que la personne est encline à vouloir mettre des choses en place. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour récupérer, à ton avis, une condition normale, on va dire? Ouais, il n'y a pas vraiment de temps minimum. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend du temps depuis lequel il y a un déficit, ça dépend de la sévérité finalement du déficit et à quel point on arrive à mettre des choses en place. C'est comme tu l'as dit, il faut que la personne elle soit vraiment apte à pouvoir appliquer les conseils, à les accepter aussi psychologiquement. Donc ça dépend effectivement de ce qu'on peut mettre en place et à quel point la personne va pouvoir être régulière sur ce qu'on met en place. Oui, surtout si tu es dans un cycle de TCA, c'est très très mental et psychologique. Donc c'est ça, donc souvent c'est des paliers petit à petit, là ça peut prendre plus de temps, mais en même temps il vaut mieux prendre plus de temps, mais que ça fonctionne après réellement sur du long terme aussi. Que ce soit durable quoi. Ouais, c'est ça. Et la prise en charge, elle se passe comment et avec qui? En fait c'est pareil, pour moi on passe surtout par le médecin du sport, on fait un bilan sanguin. Et effectivement, c'est au niveau alimentaire, on va chercher au niveau alimentaire. Souvent, on travaille soit avec une gynéco aussi, ou alors même une endocrinologue. Pour voir un petit peu au niveau des taux hormonaux, voir sur quoi il faut plutôt tabler. Médecin du sport, gynéco ou sage-femme, selon les cas. Ça va être plus les gynécos qui sont formés au REDES que les sages-femmes? Ouais, c'est le mieux. Après, maintenant, l'avantage, c'est même sur Doctolib, il y a les réseaux sociaux, donc on arrive à quand même avoir beaucoup de professionnels. Ça, c'est le côté quand même pratique des réseaux sociaux. Même pour les diététiciens, je trouve qu'on arrive à voir qu'il y a plein de personnes qui sont spécialisées dans certains domaines. Donc ça, je trouve ça pas mal pour les patients aussi. Gynéco, pareil. Et sur Doctolib, il y a toutes les spécificités, souvent. Donc faut bien regarder les descriptions et en général, c'est bien nommé, faut formé pas en hésiter, REDES. C'est ça. Ça, faut pas hésiter effectivement à bien regarder. Même les médecins du sport, il y en a qui vont le mettre effectivement, qui sont vraiment spécialisés dans certains domaines. Faut pas hésiter à regarder et quitte à sélectionner un peu et avoir un délai un peu plus long, mais avoir un professionnel qui est apte à vraiment pouvoir vous aider. Est-ce que dans la prise en charge, il faut forcément réduire l'entraînement? S'il y a un REDES qui est vraiment installé, en général, le médecin du sport, il fait réduire. C'est assez systématique et là-dessus, je suis assez d'accord. Pour moi, il vaut mieux réduire un moment. Alors surtout qu'en général, il y a un aspect psychologique qui est assez important. On n'a plus envie, on n'a plus de motivation. Donc à ce moment-là, la tête peut être aussi un frein. Même dans l'envie de manger ou l'envie de faire les choses en général ou même l'envie de s'en sortir. Donc il y a beaucoup de cas où effectivement on arrête le sport pendant 2 à 5 semaines. Dans les cas les plus courants que j'ai vus. Et dans lesquels on remet des bonnes bases et après on repart un peu progressivement. Un peu comme si on revenait de blessure. Donc dans beaucoup de cas, Après, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Donc là, on est plutôt sur soit de l'orthorexie ou des TCA en général, où les personnes, effectivement, ont besoin du sport et qui ne se voient pas vivre sans sport. Donc là, on essaye de réduire. Et des fois, on essaye de dealer un petit peu avec ce qui est possible de faire. C'est ça. Ok, tu réduis juste de 1 heure et tu manges un peu plus quand même. Des fois, c'est un peu ça, mais on n'a pas le choix. Et la personne, en fait, c'est tellement hors d'elle
que c'est même pas un manque de volonté, c'est qu'en fait elle peut pas, elle s'imagine pas et c'est impossible pour elle de pas faire de sport pendant une semaine ou quoi que ce soit. Est-ce que la prise en charge du REDES, ça peut passer juste par un rééquilibrage des lipides ou est-ce que c'est vraiment toute l'alimentation qu'il faut rééduquer ? Ça dépend de la problématique de la personne en soi. C'est quand même très compliqué si on voit pas un global dans l'alimentation. Je veux dire que c'est uniquement les lipides. Effectivement, si la personne elle a enlevé que les lipides dans son alimentation et que depuis ça va pas, c'est peut-être les lipides. Mais souvent c'est quelque chose dans l'entièreté. Et souvent c'est les glucides. Les lipides et les glucides, souvent en grande quantité, peut manquer dans l'alimentation, qui fait que ça joue sur la composition corporelle. Des glucides à chaque repas, une cuillère d'huile d'olive ou d'huile, ça on a les bases. Les bases. Bonne base. Est-ce que, pareil dans la prise en charge, c'est pertinent de faire une thérapie psy ? Ça va dépendre. Chez beaucoup de personnes, oui, mais il y en a qui en ont pas réellement besoin. Il y en a pour qui prendre conscience qu'effectivement, elles jouer contre elles-mêmes, ça aide aussi. C'est pareil, le REDES, on a certains qui se rendent juste compte en mode ok, j'ai voulu m'entraîner plus. En fait, par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais, en fait, c'est contre-productif. Et effectivement, le matin ou le midi, il faut que je mange un peu plus parce que c'est vrai que je néglige un peu cette partie-là. Et des fois, ils s'en rendent compte eux-mêmes de petites choses qu'ils arrivent à remettre en place et ça fonctionne. Et d'autres, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus profond. Et chez qui, en fait, réduire l'entraînement, augmenter l'alimentation, c'est hors d'eux, c'est impossible. Et du coup, effectivement, là, on travaille sur la psychologie pour pouvoir mettre les choses en place. Ou alors, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait d'être assez stressé de base, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi. Et pouvoir mettre des routines qui se mettent en place aussi. Oui, forcément. Tout est lié, en fait. Ouais, complètement. C'est chaque fil de la vie qui impacte le REDES. À commencer par l'alimentation, mais il y a aussi tout qui joue autour, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être plein de choses dans le quotidien, même un changement dans le quotidien qui fait que on accumule un peu plus de fatigue. Et finalement, avec quelqu'un qui s'entraîne de façon quotidienne, ça peut vite descendre là-dedans. On l'a dit tout à l'heure, le corps médical est très peu formé sur ce sujet à l'heure actuelle. Même si ça tend à évoluer, c'est quand même assez faible, on va dire. Il y a une enquête auprès des kinés en France qui dit qu'il y a seulement 53% des professionnels interrogés qui disent qu'ils connaissent suffisamment le REDES pour le diagnostiquer. Donc ça provoque forcément des cas de sous-diagnostic ou même de passer à côté de cas de REDES chez certains sportifs et du coup de l'aggraver. Dans le corps médical, les personnes potentiellement plus à l'écoute, ça va être plutôt gynéco, tu as dit tout à l'heure, diététicien, médecin du sport. Est-ce que le kiné, il pourrait aider là-dedans aussi ? En soi, oui, sur des douleurs, parce que du coup, tout ce qui va être douleurs musculaires, articulaires, ça peut faire partie des symptômes du REDES ou de ce que ça engendre. Mais par exemple, moi, je sais que je travaille avec une kiné. Justement, on parle beaucoup du REDES. On a encore enregistré un podcast là-dessus ce matin. On répondait à des questions. Et c'est vrai que elle, là où elle intervient, c'est effectivement quand elle entend les personnes et quelqu'un qui a souvent des douleurs ou pas se rendre compte que il y a peut-être quelque chose à rester sur le REDES. Donc être sensible, ça permet d'écouter les gens et de se dire ok, là peut-être qu'il faut que je lui parle du REDES parce que c'est peut-être quelque chose qui le concerne. Ok, donc oui, ça peut alerter et orienter vers les professionnels qui sont plus pertinents sur ce sujet. Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a un diète qui est bien informé, un gynéco qui est bien informé. Il peut être tout aussi utile qu'un médecin même plus utile qu'un médecin qui ne l'est pas. Donc en fait, je pense que tous les corps du métier, si la personne est renseignée là-dessus, qu'elle connaît son sujet, peut aider la personne. Et côté entraîneur, est-ce que tu constates qu'ils sont quand même assez formés là-dessus et qu'ils peuvent orienter vers des professionnels adéquats ou c'est encore très très faible ? Non, c'est faible. Je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à se renseigner, qui commencent à en parler. La Ligue est demandeuse aussi d'avoir de la prévention là-dessus, donc je pense que ça montre bien qu'effectivement il y a quelque chose qui doit être fait au niveau des entraîneurs et des jeunes. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui est encore peu connu parce que les entraîneurs, pour l'instant, la seule chose qu'ils connaissent, c'est à la rigueur, c'est le surentraînement. Mais du coup, pas forcément la notion de REDES. Même si je pense qu'on a beaucoup qui sont plus alertes, qui vont plus facilement demander aux filles est-ce que les menstruations, est-ce qu'il y a toujours les menstruations ? Est-ce qu'elles mangent assez ou des choses comme ça. Et le fait aussi que certaines athlètes de haut niveau, comme on a vu cet été avec le Tour de France, les cyclistes qui disent qu'elles arrêtent leur saison parce qu'elles n'ont plus de règles depuis quelques temps et que là il faut qu'elles retrouvent une situation normale. Je pense que ça éduque aussi les gens, à la fois les amateurs et les gens qui sont pas du tout dans le sport et peut-être les entraîneurs, j'espère, sur l'importance d'avoir ces règles, quoi.
Ouais, complètement. Et ça ouvre aussi, je pense, la conversation. Je pense que c'est important de réussir à avoir des entraîneurs à qui on peut parler du fait qu'il y a un REDES, du fait qu'il y a une problématique dans la santé féminine. Et dans tes études, les études que tu as suivies, à quel point c'est étudié? Est-ce que c'est toi qui t'es intéressée parce que tu as été sensibilisée là-dessus, ou il y a vraiment un module complet sur le REDES? Il n'y a rien du tout sur le REDES. Super. C'était pas la réponse que j'attendais. Ouais, je suis désolée. Je vais même aller plus loin. En 5 ans d'études, on a très très peu évoqué même les troubles du comportement alimentaire. Alors que c'est quand même le cœur de... Ouais, en BTS Diète, les 2 premières années, on l'aborde même pas du tout. Ah ouais. En fait, c'est une spécialisation que tu peux faire après qui est un diplôme universitaire, chose sur laquelle je vais me former l'année prochaine. Mais sinon, c'est que moi-même qui me suis renseignée. D'abord sur le TCA et ensuite sur le REDES. La triade de la femme sportive, parce que le REDES est assez récent finalement. Même si dans les pays anglophones, on entend parler depuis plus longtemps que nous. La France est un peu en retard là-dessus, comme dans d'autres domaines scientifiques, mais c'est pas le sujet. Ouais. Mais du coup, non, sur mes études, rien du tout. Vraiment rien du tout. L'anémie, on l'a à peine évoquée. L'anémie fériprive, qui est assez courante chez les femmes. Et l'aménorrhée, très peu. Non, d'ailleurs j'ai fait là-dessus moi mon mémoire de recherche en master. J'ai fait un master qui était vraiment lié aux recherches et à la science, donc je l'ai vraiment fait là-dessus, sur la triade de la femme sportive. Et ouais, donc j'en ai fait mon sujet complet parce que c'est quelque chose qu'on n'abordait pas. Comment tu peux être notée sur ce sujet si même les profs ne sont même pas au courant de ça? Bah je sais pas, surtout que ce qui a été hyper compliqué, c'est que je pensais que c'était moi qui faisais une fixette là-dessus, sur les troubles du comportement alimentaire, sur l'aménorrhée, sur ce type de sujet. Et en fait, quand j'ai commencé à être en consultation, je me suis rendu compte qu'en fait non, j'ai pas fait une fixette et que la majorité, 1 personne sur 2 que j'ai en consultation, c'est pour ça. Alors peut-être parce que c'est des choses que je véhicule aussi sur les réseaux. Ouais. Donc ils viennent te chercher en particulier. Mais ouais. C'est quand même impressionnant, des sportifs comme nous avec qui je parle, qui me connaissent pas et où je me rends compte que c'est aussi en place. C'est assez impressionnant. Et je me souviens même qu'il y a pas mal de travaux qu'on faisait en groupe où directement dès qu'on parlait TCA, femmes et tout, c'était tout le temps à moi qu'on donnait ce type de travaux. Ce qui m'allait très bien. T'étais étiquetée quoi. C'est ça. Et en fait, ce sont des personnes qui se sont rendues compte après en consultation qu'effectivement en fait il y en avait énormément et c'était très très présent et bien plus que ce qu'ils pensaient. Et là parmi tes collègues il y en a quand même qui traitent des sujets similaires, ou t'es vraiment une des seules Alors franchement, avec qui j'ai fait mes études, il y en a très peu qui exercent réellement le diététicien. J'avoue que c'est un métier qui est quand même assez bouché. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de diètes. Alors que j'ai l'impression que ça fleurit de plus en plus. Après, peut-être les petits diplômes, entre guillemets, comme Nutri et... Ouais. Mais non, en tant que diététicien, j'avoue que... Enfin, moi, je le vois, les réseaux sociaux, ça m'aide énormément à fonctionner. Et le bouche à oreille a vraiment très bien marché les 2-3 dernières années. Donc, la majorité des personnes que j'ai, c'est par le bouche à oreille. Et l'autre, je pense que c'est vraiment un bon tiers qui vient des réseaux sociaux. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de monde sur le marché, je pense. Donc pas facile, et sinon la plupart des personnes que je connaissais sont en milieu hospitalier du coup. Est-ce qu'il y a eu un cas ou une histoire liée au REDES qui t'a particulièrement marqué? Ouais, j'en ai eu plusieurs. Au début quand j'ai commencé, j'étais confrontée à un TCA assez important que l'entraîneur m'avait envoyé. C'est une jeune fille qui était absolument pas apte à avoir des conseils à ce moment-là. Je me suis rapidement rendu compte qu'elle me mentait parce qu'elle disait oui à tout, alors que les autres personnes que j'avais en anorexie me disaient pas oui à tout. Donc j'ai assez vite compris, mais ça a été très compliqué parce qu'elle a fini en hôpital psychiatrique. Et c'était compliqué parce que moi je pouvais pas l'aider parce qu'elle était pas apte. Et je l'ai reçue 6 mois après, et là elle était apte et j'ai vu la différence. Donc ça a été la première fois que j'étais très démunie. Et parce qu'en fait la réalité c'est que si quelqu'un n'est pas prêt à être aidé, s'il vient pas de lui-même, il s'en sortira pas quoi. Ouais. Donc il faut que ça vienne du patient quoi. Ouais, en REDES sinon il y a pas trop de cas qui m'ont marqué en soi. Si le seul truc qui moi me fait toujours le plus plaisir, c'est j'ai plein de femmes qui des fois quand le retour des règles arrive m'envoient des messages très spontanés, soit par message Insta ou par mail, et ça me fait toujours rire parce que je sens que c'est une victoire intérieure qui est énorme pour elles, et du coup c'est avec plein de points d'exclamation ou des mails qui ont aucun sens. Enfin, elles sont trop contentes d'avoir la règle de nouveau. C'est mi-cordial, Ouais, non, c'est chouette en vrai. Il y en a une récemment qui m'a envoyé un mail
j'étais hyper contente parce que ça faisait une bonne année qu'on travaillait ensemble et elle avait pas eu ses règles depuis 3 ans. Et on y allait vraiment à tâtons. Et du coup, c'était une grande victoire pour elle et pour moi aussi en réel, parce que ça faisait un moment qu'on faisait le suivi, qu'elle puisse avoir ses menstruations. Et ouais, c'était chouette. Trop bien. Quel est le message que tu voudrais faire passer aux jeunes sportives ? Je pense le fait de pas se comparer, de vraiment être à l'écoute de soi, de ses sensations à soi. Et que surtout, la performance n'est pas liée au poids. Ça, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment de se rendre compte que chaque personne est très différente au niveau du poids, au niveau des sensations, au niveau des performances. Et que si, à partir du moment où toi, t'es dans ton ressenti, que t'es bien dans ton corps, que tu manges suffisamment, à peu près correctement, normalement, et que si t'es consistante à l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et est-ce que ce message il serait différent si tu parlais à un jeune sportif ? Non, en soi, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, à partir du moment où t'es régulier, où tu te fais confiance et que tu suis uniquement tes envies, que t'essayes pas de te comparer ou de changer ton comportement alimentaire ou ton corps pour un idéal ou pour des choses que t'as pu entendre en termes de clichés. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose sur le REDES ? Je pense qu'on a déjà ratissé. On a bien balayé. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est vraiment le truc de se renseigner un peu par soi-même. Ouais. Pas hésiter à essayer de se renseigner, à aller écouter des podcasts, à lire des articles. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui maintenant en parlent. Donc je pense qu'il faut pas hésiter Et quand on a un doute, même si on n'a pas un REDES, c'est qu'on y a juste quelques symptômes, faut pas hésiter à essayer de s'auto-évaluer un petit peu, quitte à écrire même comment on se sent dans un carnet ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de sportifs qui marquent leur entraînement, ça peut être aussi les sensations. Et essayer de temps en temps de se jauger un petit peu, comment je vais en ce moment, est-ce que je dors bien, est-ce que je mange plutôt bien, comment je me sens en termes de fatigue. Je pense que ça c'est hyper important. Même hors REDES, je pense, pour un petit peu se jauger soi et savoir justement à quel moment même on peut plus ou moins se blesser ou quoi. Ouais, c'est hyper important je trouve de s'écouter et de savoir comment son corps fonctionne parce qu'on est tous différents. Merci beaucoup Justine. Merci à toi. C'était super enrichissant. J'espère que je t'ai pas trop fatiguée à marcher comme ça dans cet élan. Non, ça va, on a fait mon parcours d'échauffement en plus. Oui, c'est le même pour les Girondins. Ouais, bah voilà. On a fait la piste norvégienne, je crois que ça s'appelle. C'est ça, les gens marchent tout seuls. Voilà. Je pense que les gens nous ont vu passer au moins 3 fois. C'est possible. 3 ou 4. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans le sport, on parle souvent de dépasser ses limites. Mais le véritable défi est parfois d'apprendre à écouter son corps avant qu'il ne parle trop fort. Parce qu'au final, la vraie performance, c'est celle qui permet de continuer à pratiquer sainement et longtemps. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager pour sensibiliser d'autres personnes au REDES. Tu peux également t'abonner au podcast pour soutenir la plateforme. À très vite avec des fourmis dans les jambes.